À l'automne 1999, un nouveau résident visita pour une dernière fois la maison qu'il s'apprêtait à acheter. La vieille structure avait résisté à plus de 50 hivers new-yorkais. Un demi-siècle d'histoire s'était écoulé entre ses murs. Et des souvenirs y étaient encore enfouis. Dans le vide sanitaire se trouvait un baril de 200 litres fermé hermétiquement. Selon le vendeur, le baril avait toujours été là et il était trop lourd pour être déplacé. Il le croyait rempli de déchets de construction. L'acheteur tenait, lui, à ce que le baril soit enlevé. Ensemble, ils parvinrent à le sortir et à le mettre au bord de la route, mais les éboueurs refusèrent de le prendre car son poids dépassait la limite réglementaire. Afin de répartir le contenu du baril, le propriétaire essaya de desceller le couvercle. La rouille lui rendit la tâche presque impossible. Mais finalement, il y parvint. L'odeur qui s'en échappa était nauséabonde. Impossible de ne pas la reconnaître. À l'intérieur, il y avait une main toute desséchée. Le propriétaire appela aussitôt la police. Il n'avait aperçu que brièvement le contenu du baril, mais c'était bien assez. Les enquêteurs Brian Parpan et Robert Edwards se rendirent sur les lieux accompagnés de techniciens judiciaires. Le propriétaire leur fit état de la situation. L'enquêteur Parpan se mit aux commandes à partir de là. J'ai d'abord senti l'odeur pestilentielle qui s'échappait du baril. À l'intérieur, on pouvait voir une main qui était vraisemblablement humaine. À en juger par l'état du baril lui-même et par les informations recueillies sur la scène, on a déduit qu'il était là depuis 18 à 20 ans. Avant qu'on ne déplace le baril, l'enquêteur Parpan s'assura de le faire photographier sous tous les angles, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant ce temps, son collègue Robert Edwards mettait au point un plan d'attaque. On a alors refermé le baril et décidé d'emmener le tout au bureau du médecin légiste pour qu'il puisse faire une analyse en profondeur. C'était un cas qui sortait un peu de l'ordinaire. Nous voici dans une maison dont le nouveau propriétaire vient de prendre possession. Il aperçoit un baril de 200 litres dans le vide sanitaire et constate qu'il y a un cadavre à l'intérieur. On a d'abord voulu s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres cadavres aux alentours avant de passer à autre chose. Quand les enquêteurs eurent constaté qu'il n'y avait vraisemblablement pas d'autres cadavres autour de la maison, l'enquête se poursuivit au bureau du médecin légiste. Les experts examinèrent le contenu du baril. Leur découverte la plus intrigante, des granules ou des pastilles. On ignorait de quoi il s'agissait et pourquoi elles se trouvaient là. Les experts les envoyèrent au labo. Ils trouvèrent ensuite un liquide vert. Une fois de plus, ce fut le mystère. On ignorait de quoi il s'agissait. Du moins pour le moment. En fouillant davantage, les experts se retrouvèrent bien vite en territoire plus familier. Ils trouvèrent un petit sac à main. Son contenu complètement trempé, c'était pratiquement désagrégé. Mais ils pouvaient encore receler un indice. Puis venait la victime elle-même, momifiée dans cette tombe sans air, imprégnée d'eau. Elle cachait un secret depuis tant d'années. Sous le corps se trouvaient des objets étranges, notamment la tige d'une fleur en plastique et un médaillon portant l'inscription « À Patrice » de l'oncle Phil. On pouvait supposer que la victime était de sexe féminin. On trouva encore du liquide et des sédiments. Parmi le tout, il y avait 2 bagues en or. Les initiales MHR étaient gravées à l'intérieur de l'une d'elles. Ces bijoux étaient visiblement importants. Ils nous fournissaient le nom de Patrice, ainsi que celui d'oncle Phil. Cela nous permettait d'effectuer des recherches pour tenter de découvrir qui était la victime. Mais l'indice le plus évident était sans contredit le baril lui-même. Une fois le baril couché, on put y voir des lettres peintes et un bout d'étiquette qui indiquait qu'il avait déjà servi à des fins plus conventionnelles. Les autorités suivraient bientôt cette piste, mais d'abord, on devait libérer la victime de son sarcophage. La tâche de sortir la victime du baril a été laborieuse. D'abord, ça a été long. On a dû le faire très très lentement. On a fini par découvrir qu'on avait mis toutes ces substances dans le baril pour l'alourdir. On a retiré ces substances à la louche, on les a séparées puis mises de côté pour les envoyer au labo pour analyse. Quant au corps, on l'a sorti avec le plus grand soin pour ne pas l'endommager encore davantage. On envoya la dépouille au labo médico-légal. L'enquêteur Parpan et son équipe s'intéressèrent ensuite au carnet d'adresses trouvé dans le sac à main de la victime.
Le liquide avait presque transformé les feuilles du carnet en pâte à papier. Cet indice ne semblait guère prometteur. Il y avait toutefois une carte de visite dans le sac à main qui semblait un peu plus intéressante. C'était la carte d'un médecin d'Union City au New Jersey. Au bout du couloir, la victime était soumise à un examen. Son corps momifié fut mesuré méticuleusement. Même si le temps avait eu pour effet de réduire la taille de la victime, les ossements permirent d'évaluer sa grandeur de son vivant. Elle mesurait environ 1,42 m. À en juger par la structure de ses os, elle était à la fin de la vingtaine et pouvait être d'origine hispanique. L'autopsie comprenait aussi une radiographie du corps. Les radios indiquaient qu'elle avait subi une blessure très grave à la tête. De plus, on pouvait voir quelque chose d'inusité. Elle avait des prothèses dentaires en or. Et on n'était pas au bout des découvertes. Elle était enceinte. La cause de la mort était manifeste. C'était un violent coup porté à la tête. La grossesse qui nous a tous surpris pouvait nous fournir un mobile, en tout cas un point de départ. Le géniteur pouvait être mêlé à cela, à ce stade avancé de la grossesse. Les enquêteurs s'arrêtèrent ensuite aux travaux de dentisterie qui ne semblaient pas avoir été faits aux États-Unis. Les informations additionnelles qu'on a obtenues suite à l'autopsie nous ont été fournies par l'odontologiste qui nous a indiqué que les réparations dentaires étaient inusitées et qu'elles avaient sans doute été faites dans un autre pays. Ensuite, on a pu préciser l'origine de cette personne, son âge. On savait qu'elle était vraisemblablement la victime d'un homicide et qu'elle était enceinte de surcroît. L'autopsie avait fourni beaucoup d'informations aux enquêteurs, mais pas l'essentiel. Qui était la victime? Après autant de temps, il restait encore de la chair au bout de ses doigts et il serait peut-être possible de relever ses empreintes digitales. Selon la procédure, on envoya des doigts à l'expert Charles Costello après les avoir coupés. On m'a avisé que je recevrais les doigts de la victime trouvés dans le baril. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait quant à la condition de la peau et des tissus des doigts que j'aurais à analyser. Bien qu'encore souples, les doigts étaient ratatinés et se prêtaient mal à la prise d'empreintes avec de l'encre. Pour éliminer les plis et mettre les sillons en évidence, Costello se servit d'une seringue hypodermique et il injecta de l'air dans le bout des doigts. Malheureusement, l'air s'échappait trop rapidement. Costello dut réviser sa façon de faire. J'ai pris une ficelle que j'ai enroulée autour de la deuxième portion du doigt. En fait, j'ai fait une sorte de garrot, comme on le ferait pour arrêter la circulation du sang. J'ai noué cette ficelle aussi serrée que possible. Ensuite, j'ai répété l'opération avec la seringue hypodermique et j'ai injecté de l'air. Cette fois-ci, le doigt est resté gonflé. L'expert put ensuite presser le doigt sur le tampon encreur et en imprimer l'empreinte. Après cette opération, on effectua des recherches dans les archives de l'État de New York et dans celles du FBI, mais on ne trouva rien de concluant. On dit qu'on peut en savoir long sur quelqu'un en examinant qui cette personne fréquente. Les enquêteurs espéraient que ce serait le cas avec cet inconnu. Le carnet d'adresses détrempé et pratiquement inutile fournissait peut-être une dernière chance pour découvrir son identité. La plupart des pages étaient collées ensemble, trop fragiles pour qu'on puisse les tourner, trop pâles pour être lues. L'expert en documents, John Fertner, commença par défaire délicatement le carnet. Elle devait être très minutieuse. À mesure que chaque page séchait, Fertner la séparait des autres et mit le carnet d'adresse dans une chambre de séchage. Je devais prendre le carnet et le mettre dans cette armoire spéciale qui élimine l'humidité. Ainsi, les fibres du papier deviennent plus résistantes et je peux les manipuler plus facilement. Les enquêteurs disposaient déjà d'une adresse, la carte de visite du médecin trouvée dans le sac à main de la victime. Le numéro de téléphone n'était plus en service. Dans un bottin du New Jersey, on trouva un médecin du même nom mais à une autre adresse. On envoya des agents sur place. Ceux-ci apprirent que le médecin était mort depuis quelques années. Sa fille avait repris sa clientèle, mais elle n'avait conservé que les dossiers des 5 dernières années. Ainsi, même si la victime avait été sa patiente 20 ans plus tôt, c'était comme si elle n'avait jamais existé. Et cela signifiait que quelqu'un avait commis un meurtre sans jamais payer pour son crime. Les enquêteurs fournirent le prénom de la victime aux membres de l'escouade des personnes disparues
et ils leur demandèrent de fouiller leur base de données jusqu'en 1980. Les données n'étaient pas encore informatisées. On leur a donc demandé de chercher dans les archives. On avait affaire à un secteur de 5 ou 6 millions d'habitants. Beaucoup de gens avaient disparu sur une période de temps aussi importante. C'était une autre impasse. Au service des enquêtes criminelles de Nassau County, des enquêteurs comme Charles Conti décidèrent de tenter une autre approche en concentrant leurs efforts sur les mystérieuses pastilles trouvées dans le baril. On voulait trouver l'origine de ces pastilles. Dans ce cas, elles pouvaient avoir un lien avec le baril dans lequel on les avait trouvées. Sous l'effet de la chaleur, les pastilles avaient fondu et produit l'odeur caractéristique du plastique. L'analyse chimique révéla qu'il s'agissait de polystyrène utilisé dans la fabrication d'objets domestiques communs. Si on parvenait à en retracer l'origine, on pourrait peut-être trouver un suspect qui avait été en contact avec la victime. Sur la base hypothétique que ces pastilles industrielles étaient reliées au baril, l'enquêteur Parpen se lança sur une nouvelle piste. Il fut heureux de découvrir que l'entreprise était toujours en affaires. On a pu les contacter. Quand on leur a donné les chiffres peints sur le baril, ils ont pu nous indiquer que ce baril en particulier avait été fabriqué en mars 1963. À cause de l'étiquette qui y était collée, on a su qu'il avait été envoyé à une entreprise de produits chimiques. Cette entreprise avait fermé ses portes en 1970, mais elle avait été rachetée par une autre société. Les enquêteurs suivirent cette piste. Le gérant du contrôle de la qualité vérifia le numéro du baril. Il put déterminer qu'il contenait une teinture verte qu'on avait cessé de fabriquer en 1970. Il s'agissait de cette même teinture verte dans laquelle baignait le corps de la victime. Les enquêteurs avaient enfin l'impression de progresser. Ils pouvaient maintenant situer le meurtre dans le temps. C'était entre 1963, année de fabrication du baril, et 1970, année où l'on avait cessé de fabriquer la teinture verte. Mais selon les permis de construction, on n'avait creusé le vide sanitaire que dans les années 80. Par conséquent, le meurtre avait forcément été commis après cette date. Les enquêteurs désiraient maintenant parler au propriétaire qui avait fait creuser le vide sanitaire. Comme le corps avait été trouvé sous cette maison, nous nous disions qu'il ne pouvait y avoir beaucoup de suspects. Nous avons commencé par nous demander qui avait fait construire cette annexe à la maison. Selon les archives municipales, l'annexe avait été construite en 1984. C'est à ce moment qu'on avait creusé le vide sanitaire où le baril avait été trouvé. Les enquêteurs appelèrent les propriétaires de la maison à cette date. Ceux-ci en avaient fait l'acquisition en 1971. Les enquêteurs apprirent alors une nouvelle surprenante. On nous a dit que l'annexe était déjà construite. Ce n'est que lorsqu'ils avaient vendu la maison qu'ils avaient dû faire émettre un nouveau certificat de localisation. Ainsi, le vide sanitaire existait depuis plusieurs années avant d'apparaître dans les archives, ce qui brouillait un peu plus les pistes, mais pas pour longtemps. On a alors appris que l'homme à qui ils avaient acheté la maison était également le propriétaire d'une entreprise de fleurs artificielles. Alors que les enquêteurs étaient de plus en plus près d'identifier le meurtrier, l'expert en analyse de documents John Furtner put apporter des informations sur la victime. Certaines pages du carnet d'adresses étaient maintenant sèches et pouvaient être déchiffrées. Les nombreuses années à baigner dans la teinture et les fluides corporels avaient malheureusement éliminé la plupart des noms. Mais Furtner put avoir recours à un éclairage spécial pour déchiffrer l'écriture. Cet instrument est branché sur un ordinateur. Il y a une série de caméras et de filtres, ainsi que des sources de lumière qui nous permettent de voir tout le spectre, de l'ultraviolet à l'infrarouge. Ceci nous permet de voir ce que nous ne pourrions normalement pas discerner à l'œil nu. L'instrument permit de déchiffrer le nom, l'adresse de la propriétaire du carnet d'adresse, la victime, de même que son numéro de résidente étrangère. Je savais qu'on tenait un filon, que c'était une découverte significative. Les enquêteurs le savaient aussi. Parpen et Edwards reçurent alors la photo et les papiers d'identification de la victime du service de l'immigration. Il s'agissait d'Angelica Marqueen. Née au Salvador en 1941, elle avait immigré aux États-Unis en 1966 et elle était morte avant la fin de la décennie. Elle était venue aux États-Unis à titre de gouvernante avant de commencer à travailler dans une entreprise de fleurs artificielles. À partir de nos recherches en ville, on a obtenu des informations sur l'entreprise Melrose Flower et on a pu identifier les propriétaires.
L'entreprise était dirigée par 2 hommes. L'un d'eux, Howard Elkins, était également propriétaire de la maison au moment où l'on avait construit l'annexe et creusé le vide sanitaire. On avait parlé aux autres propriétaires de cette maison et Elkins était le seul à avoir quitté l'État. Les enquêteurs étaient maintenant sur la piste du meurtrier d'Angelica. Mais avant d'affronter leur principal suspect, Howard Elkins, ils se rendirent en Floride pour interroger son ancien associé d'affaires. Celui-ci reconnut le baril sur les photos et déclara que la teinture que l'entreprise achetait était livrée dans ce type de contenant. L'enquêteur Parpan lui demanda ensuite de lui parler de Howard Elkins. Il m'a raconté qu'Elkins avait eu une liaison pendant qu'il dirigeait l'entreprise Melrose Flower. Il n'en savait pas beaucoup à ce sujet. Mais il m'a dit que la femme et le beau-père d'Elkins avaient découvert qu'il entretenait cette liaison extra-conjugale. La maîtresse d'Elkins était l'une de ses employées, une femme de petite taille, d'origine hispanique, qui avait de longs cheveux foncés et des prothèses dentaires en or. Il n'en savait guère plus sur cette femme. Un jour, elle avait brusquement cessé de venir travailler. Peu de temps après, il se rappelait qu'il avait pris un message téléphonique pour Howard Elkins. C'était le propriétaire d'un immeuble à Hoboken, au New Jersey. Il voulait savoir si Howard Elkins allait garder l'appartement. L'occupante ne vivait plus là. Le collègue d'Elkins lui transmit ce message et il le vit le lendemain arriver au travail, la voiture remplie de cartons et contenant un poste de télévision. Les enquêteurs étaient maintenant persuadés qu'Elkins était le coupable. Fort de ces informations et résolus à ne pas en faire état, les enquêteurs interrogèrent Howard Elkins en personne. Il nous a invités à entrer et cela semblait presque un jeu pour lui. Il savait qu'on savait et nous savions qu'il savait qu'on savait. Il essayait de nous soutirer des informations et on voulait de notre côté lui en soutirer. Mais il ne révéla rien. Elkins déclara qu'il n'avait même jamais vu ce type de baril. La femme d'Elkins l'appela alors. Après lui avoir parlé un bref moment, Elkins demanda aux enquêteurs de partir. Mais juste avant de s'en aller, ceux-ci lui demandèrent de fournir un échantillon de son ADN. Elkins refusa. Je me suis planté devant lui et je lui ai dit « Monsieur Elkins, nous partons, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Je vais aller chercher un mandat pour obtenir un échantillon de votre sang. Et je vais démontrer que votre ADN correspond à celui du bébé. Et quand je reviendrai, je vous mettrai derrière les barreaux pour le restant de vos jours. » Parpan ignorait alors qu'il voyait Howard Elkins pour la dernière fois. On trouva sa dépouille le lendemain. Le terrible secret qu'il avait tenu caché depuis les 30 dernières années l'avait finalement détruit. L'enquête se poursuivit. Le médecin légiste préleva un échantillon de sang de sa dépouille. Il compara ensuite l'ADN obtenu à celui de l'enfant à naître d'Angelica Marroquin. C'était bien le sien. On poursuivit également l'examen du carnet d'adresse et l'on obtint d'autres noms et numéros de téléphone. 30 ans plus tard, un seul d'entre eux était encore valide. L'ami d'Angelica s'était toujours demandé ce qu'elle était devenue depuis tout ce temps. Elle déclara aux enquêteurs qu'elle croyait que la jeune femme était retournée auprès de sa famille et fut ébranlée d'apprendre la fin de son histoire. Elle leur fournit de quoi terminer la reconstitution des événements. Après avoir perdu le contact avec Angelica quelques années plus tôt, elle avait reçu un appel d'elle. Angelica lui avait révélé qu'elle avait une liaison avec son patron et que tout allait pour le mieux. Celui-ci lui avait loué un appartement et il avait l'intention de quitter sa femme. Quelques mois plus tard, cependant, la relation s'était détériorée. Angelica avait confié à son ami qu'elle était enceinte. Quant à son patron, il refusait de quitter sa femme. Angelica avait alors tout révélé à l'épouse de Howard. Ce dernier l'avait menacé de la tuer. L'ami d'Angelica ajouta que la jeune femme semblait en proie à la panique quand elle l'avait appelée. Elle lui avait aussi demandé de venir chez elle. Quand elle est arrivée à l'appartement, il n'y avait plus personne. La porte était ouverte. À l'intérieur, la table était mise pour le repas. Il n'y avait aucune trace de lutte, mais Angelica était introuvable. Elle a attendu pendant un certain temps, puis elle s'est rendue au poste de police. La disparition était trop récente pour qu'on ouvre un dossier. Elle fut la dernière personne à avoir des nouvelles d'Angelica Marroquin. Les enquêteurs en ont déduit qu'entre le moment où l'ami d'Angelica lui a parlé au téléphone et celui où il est arrivé à l'appartement, Elkins est entré et il l'a tué.
Les meurtriers se retournent souvent contre les gens qu'ils aiment et ils laissent par le fait même des traces de leur ignominie.